Salut, c'est Marley Ipti. On se retrouve pour ce nouvel épisode d'Entre nous, le format interview dans lequel des étudiants entrepreneurs nous parlent de leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, mais aussi leur vie perso et leur organisation d'étudiants entrepreneurs. Alors si t'es étudiant et que t'es passionné par l'entrepreneuriat, cet épisode est fait pour toi. Scandalisé par la manière dont on fabrique les t-shirts, Azdin El Hayani décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer sa propre marque de textile, Les Vainqueurs. Il démarre de zéro, depuis sa chambre à Nancy. Durant cette aventure, il doit prendre différentes décisions stratégiques qui l'amènent à revoir son offre. Aujourd'hui, il nous explique tout et nous décrypte un peu plus comment l'entreprise tourne et comment il compte bien la développer. On accueille aujourd'hui Azdin. Salut Azdin, salut Marley. Comment ça va ? Salut tout le monde. Merci Asdine d'être parmi nous, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dis-moi, est-ce que tu peux compléter la présentation d'Ipti et te présenter en quelques mots supplémentaires ? Ouais, ça marche. Du coup, je m'appelle Asdine, j'ai 24 ans. Je les ai eus il y a un mois et là, actuellement, j'habite dans les Yvelines. C'est dans une ville qui s'appelle Limay, juste à côté de Mantes-la-Jolie, depuis 2-3 ans. Et à la base, je suis originaire de l'Est de la France, en Franche-Comté, où j'ai effectué toutes mes études jusqu'au master. Trop bien, parfaite transition. Raconte-nous un petit peu tes études à partir du lycée jusqu'à aujourd'hui, là, où est-ce que tu en es et ce que tu fais ? Ouais, du coup, au lycée, j'ai fait un bac scientifique. Pas parce que j'aimais les sciences en particulier, mais parce que à l'époque, la filière scientifique c'était la meilleure branche, à ce qui paraît. Et je l'ai fait essentiellement pour ma mère qui était hyper fière de dire que j'avais fait un bac S. La preuve, c'est qu'ensuite je suis parti faire une licence en économie à Nancy. Du coup, j'ai arrêté totalement les sciences. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, je suis parti en économie. Donc, je me suis retrouvé dans une ville où je connaissais personne et dans des études que j'aimais pas forcément. Donc j'ai fait une L1 puis une L2 en économie, puis j'ai basculé dans une L3 en gestion à l'IAE, qui est donc l'école de management de Nancy. Et actuellement, je suis en master de management des stratégies d'entreprise dans une école de commerce qui s'appelle Ascensia Business School à La Défense, qui appartient à un groupe du Collège de Paris. Et voilà, je suis en master 2, dernière année, dernier mois de cours. Et ensuite, c'est la liberté. Et en parallèle, je suis dans une alternance dans une startup. Attends, excuse-moi, je te coupe, mais ça me fait trop rire. Tu sais qu'on a le parcours exactement le même. C'est trop drôle. J'ai fait le bac S parce qu'on m'a dit ouais, les S, c'est les plus intelligents, c'est la voie royale, vas-y. Ça m'a saoulé parce que c'était trop théorique pour moi. Tu sais, c'était à base de Maxime va aller de Mars à la Lune et la vitesse c'est ça, combien de temps il met, tu vois. Parlez bien des maths, s'il vous plaît, parlez bien des sciences. Non, je te parle pas des maths là, je te parle de la physique. Oui, parlez bien de la physique-chimie aussi. Non mais incroyable comment c'était Vous êtes super avec quelqu'un relou. qui a fait des études de sciences. Ouais, moi aussi j'ai fait ça. Moi, je pars après le bac, j'ai continué. Ah bon courage. Mais du coup, trop drôle parce que après le bac, j'arrête les sciences, ça me saoule. Économie gestion, L3 IAE gestion. Incroyable. Et quand tu m'as dit j'ai fait une école, je me suis dit il va sortir l'INSEC, là c'est bon, je peux raccrocher genre limite. Mais OK, vas-y, pardon, je t'ai coupé, tu peux continuer, t'étais au master 2, tu nous disais et tu nous racontais ta vie un petit peu à partir de là. Voilà, c'est la fin des études et là je suis en alternance dans une startup qui est une néobanque et j'occupe le poste de business developer, chargé de partenariat, je m'occupe des réseaux un petit peu et voilà. Trop bien. Trop bien. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet carrément de tes projets. Ipti en parlait rapidement en intro. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as lancé Vainqueur pendant tes études ? En fait, raconte-nous toute la story, d'où est venue l'idée, le nom, où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Dis-nous tout. Ok, du coup, pourquoi j'ai lancé Vainqueur ? Ça remonte un petit peu. Je crois que c'était quand j'étais au collège. En fait, j'avais un assez bon niveau au football. En fait, j'étais en école de foot. En gros, j'avais cours le matin et foot l'après-midi. Ça toute la semaine. Et on m'a diagnostiqué ce qu'on appelle une courbe de croissance, c'est-à-dire que j'ai grandi trop vite et mes genoux n'ont pas tenu. Ça veut dire qu'ils ont tout simplement dévié. Et du coup, j'ai dû arrêter du jour au lendemain le foot. C'était très compliqué parce que c'est ça que je faisais tous les jours de ma vie, du lundi au dimanche. Et donc là, ça a été très compliqué. C'était 3-4 ans de galère avant de pouvoir me faire opérer quand j'étais au lycée. Du coup, à partir de la fin du collège jusqu'à la fin du lycée, par exemple, j'ai jamais eu de cours de sport. J'ai toujours séché les cours de sport. Donc là, c'était le point positif, mais bon, j'aurais préféré y aller quand même. Donc j'ai eu plusieurs opérations. J'en ai eu en tout 5 ou 6 au niveau des genoux. Et en plus, ensuite, il y a les coudes qui sont rajoutés, mais bon. Ensuite, c'était très compliqué. Et là, je vous la fais court, mais en gros, il fallait que j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, de me trouver un échappatoire justement à ce que je faisais tous les jours, qui est le foot.
Et j'ai trouvé cet échappatoire dans l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai fait une petite liste de tout ce que j'aimais dans la vie. Et je me suis dit, enfin, il y avait la mode que j'aimais bien. J'avais aussi une conscience écolo. Donc je me suis dit, pourquoi pas rassembler les deux. Donc ouais, la mode j'aimais bien, mais j'étais pas fashion victime, j'aimais bien les couleurs, etc. Et du coup, la conscience écologique, je l'ai eu avec pas mal de reportages, notamment le reportage sur les îles qui s'effondraient au Bangladesh, enfin en Inde, etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas rassembler ces deux passions pour lancer une marque de vêtements éco-responsable et 100% made in France que j'ai appelé Vainqueur, justement Vainqueur pour me redonner un petit peu de motivation dans cet épisode qui était très compliqué. Mais c'est ouf, il fait du sport en haut niveau comme toi aussi. Mais non, mais là, je me suis retenu de le dire. Mais moi aussi, j'étais sport études. Moi, j'avais pas cours le matin et entraînement l'après-midi. Moi, j'avais entraînement à midi et après les cours le soir. Et après, samedi match, tu connais, hein. Mais vas-y, je me suis dit, je vais pas le dire, ça y est. Mais moi, c'était du handball, c'était pas du foot. Du coup, voilà. Ok, bah en vrai, grave intéressant. Et donc, Vainqueur, tu l'as lancé quand t'étais en licence, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu l'idée la sortie du lycée, dès que j'avais fini toutes mes opérations, etc., et que le chirurgien m'a dit que je pouvais plus rejouer au foot. Du coup, j'ai eu l'idée en L1. Ça m'est trotté dans l'esprit pendant un an, et j'ai pu le sortir en fin de L1, début de L2, parce que entre temps, j'ai aussi effectué un stage à Paris au sein de la Caisse d'épargne de France. C'était un poste d'auxiliaire de vacances et ça m'a pas plu du tout. L'ambiance entreprise, etc., une grosse entreprise, etc. Et du coup, juste après ça, je me suis dit, ça y est, c'est le moment pour le lancer. J'avais toute la motivation qu'il me fallait. Et je crois que j'ai lancé ça, ouais, fin d'année 2019, je crois, ou 2020, je sais plus. Ok. Et finalement, enfin, j'imagine que t'as démarré de zéro. Enfin, c'est ce qu'on disait au début en intro. Comment t'as construit ce projet et puis comment tu l'as lancé finalement? Ouais, je l'ai lancé de zéro parce que j'avais pas d'argent. J'avais zéro argent, j'avais un petit peu d'économie parce que justement j'avais travaillé un petit peu à la caisse d'épargne pendant l'été. Mais du coup, ouais, c'était très compliqué de lancer ce projet. Euh, Par exemple, en fait, surtout, j'ai regardé un reportage une fois que sur M6, c'était un petit jeune qui avait lancé sa marque de vêtements avec l'aide de ses parents. Il avait 16 piges. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est possible aussi pour moi de le faire. J'avais enchaîné aussi plein de podcasts et de reportages de Guillaume Gibault, que vous connaissez peut-être, qui est le fondateur du slip français. Et du coup, c'est lui aussi qui m'a motivé à travers cette intervention de lancer ma marque. Du coup, ouais, je suis parti de zéro. J'avais, je crois, 500 euros en poche. J'avais ni connaissance en marketing, ni connaissance en communication. Je pense que bah, j'invite tout le monde à regarder mon Instagram, vainqueur.fr. Vous allez bien voir qu'il n'y avait pas de photos très quali, il n'y avait pas de branding exceptionnel, j'ai pas de charte graphique, j'avais rien du tout. Je postais une à deux fois par semaine, j'étais pas régulier. Et ensuite, pour trouver mes produits, je me suis dit que ben, j'allais faire les produits les plus faciles à produire pour moi, pour me lancer, qui est donc le t-shirt. T-shirt, donc j'en ai commandé 5 blancs, 5 noirs. Et j'ai fait de la broderie dessus. Donc en fait, j'ai choisi tout ce qui est le plus compliqué à faire, du bio, du fabriqué en France et de la broderie. Et du coup, pour être honnête, un t-shirt, ça me coûtait, pour cette première commande de 10 t-shirts, ça me coûtait environ 30-35 euros pièce, tu vois. Et le truc, je le revendais 40 balles. Du coup, avec les frais, etc., je gagnais zéro sur cette première commande, en tout cas. Le but, en fait, c'était d'avoir des prototypes pour en faire des photos, etc. Qui, au final, j'en ai pas fait du tout, je crois. J'ai juste fait des photos vite fait du produit et j'enlevais le fond de l'image et je mettais un fond blanc pour les mettre sur le site internet, sur Shopify. Et Shopify, j'avais vu une vidéo de Yomi Denzel qui faisait un tuto Shopify sur YouTube, comment lancer une boutique. Donc plus c'était pour le dropshipping, mais moi je l'ai fait pour lancer ma marque. Et je crois que c'était fin octobre 2019, j'ai lancé officiellement la marque et zéro vente. Voilà. Ok, dans la réalité du terrain, enfin des vraies Ouais. histoires. C'est ce que j'allais dire. Et comment toi tu l'as pris, enfin émotionnellement, genre vraiment psychologiquement, parce qu'après on pourra parler de comment t'as rebondi dessus, mais sur le coup, comment tu l'as vécu et quelle a été ta réaction après ça?
Ouais, de fou parce que Ah ouais. trop curieux de savoir parce que tu vois moi j'ai déjà fait du e-commerce aussi, Shopify, mais c'était du Mm. dropshipping et ça a pas marché. Mais tu sais j'avais zéro attache émotionnelle avec ce truc, tu vois. Et toi t'es en train de nous dire qu'en fait là t'as fait un truc, tu tenais de ouf, t'as tout fait bien, genre bio, broderie et tout ça, ça te coûtait ultra cher, tu gagnais zéro et ça marche pas au début. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Ah là, j'avoue, compliqué, hein. Compliqué, zéro vente. En fait, moi, je me dis, le jour où je vais lancer le truc, c'est sûr il y aura des ventes. Et j'ai que 10 t-shirts, c'est sûr qu'ils vont partir dans la soirée, tu vois. Mais en vrai, mais pas du tout. Je crois qu'il y avait personne sur mon site à part les curieux de ma classe ou mes potes, tu vois. Mais me ne commandez pas, parce que je comprends, parce que t'as 20 piges, tu vas sur le site, tu vois un t-shirt classique, blanc, noir, avec un logo brodé, il coûte 40 balles, plus 5 euros de livraison, 45 balles, mais qui va les mettre? Même moi, je les mets pas, tu vois. Donc première semaine zéro vente, premier mois zéro vente. Donc là en fait je me dis bah je vais abandonner le truc en fait. Encore un gros coup sur la tête après ma petite blessure au foot. Donc et en fait je me suis rendu compte que j'ai fait zéro vente parce que j'avais aucune connaissance, notamment au niveau marketing et communication. Donc là à la base comme je t'ai dit j'étais en licence d'économie, du coup on n'apprenait rien du tout qui pouvait me servir pour relancer ma marque. Du coup, je me suis dit, c'est mort, j'allais abandonner. Et puis, un jour, j'ai eu de la chance parce qu'une journaliste m'avait contacté, une journaliste de l'Est républicain, qui est du coup the article dans l'Est de la France, qui est lu, je crois, par 300 000 personnes dans le mois. Du coup, c'est un truc assez énorme. Et du coup, j'étais à Paris à l'époque. Elle me dit, ouais, viens, Nancy, on fait une interview. Donc là, je prends le train à 5 heures du matin, j'arrive à 6 heures à Nancy et je fais l'interview, je crois qu'il doit être 8 heures du matin, je suis éclaté. Et du coup, je réponds à ses questions, mais je comprends rien à ce qu'elle me dit déjà. Et là, elle me pose la question, ouais, combien tu fais de ventes depuis que tu as sorti ta marque? Et là, ça faisait un mois. Et je pouvais pas lui dire que j'avais fait zéro vente, tu vois. Pour l'article, voilà, il faut un petit peu t'apporter de légitimité. Du coup, bon là, je peux le dire, la prescription, j'ai dit que j'avais fait 50 ventes, que ça marchait plutôt bien et tout, alors que pas du tout. Et du coup, ça apporte juste un peu de crédibilité. Et ensuite, à la suite de cet article, il y a eu pas mal de commandes qui s'en est suivies. Et du coup, plus de 10 commandes du coup. Et du coup, j'avais plus de stock. Mais heureusement, j'avais anticipé un petit peu le truc et que j'avais mis mon site sous format précommande. Et du coup, il y avait pas mal de personnes qui étaient d'accord avec ça. Du coup, ils recevaient leur article 2 mois après. Et du coup, j'avais dit que c'était un peu pour faire du zéro déchet, des choses comme ça. Il y a pas mal de gens qui l'ont compris. Et je me rappelle que le jour aussi où la publication de l'article, il y a plein de gens qui s'abonnent à moi sur mon Instagram. Je crois que je prends 1000 abonnés alors que j'en avais que 500 ou 600 à la base. Sur Facebook aussi, le journal marchait très très bien. Du coup, beaucoup de personnes de ma ville, de mon village, me trouvent. Et là, il y a ma mère qui reçoit plein d'appels. Elle comprend pas pourquoi. Tout le monde lui dit ouais, ton fils est dans un article et tout. Elle pensait que j'avais fait une bêtise, mais en fait, non, pas du tout. C'était quand même une bonne nouvelle à la base. Et elle comprend rien du tout parce que elle savait pas du tout que j'avais lancé une marque de vêtements. Et là, elle me dit mais c'est quoi? Pourquoi il y a tout le monde qui m'appelle? Il y a même mes profs aussi qui m'envoient des messages, mes profs de primaire et de collège. Donc là, c'était vraiment un bon souvenir. Il y a personne qui savait que j'avais lancé mon truc, ni mes frères et sœurs, ni ma mère. Donc on en reparle encore aujourd'hui et c'était quand même un sacré souvenir. Donc ouais, là je fais quand même pas mal de ventes, de précommandes. Et là, mon objectif, en fait, c'est de livrer les gens. Je crois que je dois avoir une petite centaine de commandes en cours. Et l'objectif pour moi, c'était de livrer à temps. Mais j'avais dit un mois et je crois que je les ai livrés en 2 mois et demi. Je crois qu'on était au mois de janvier et je les ai livrés fin mars. Et là, c'était très compliqué. Il fallait gérer le SAV, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient pas forcément contents. Et il y a même des gens qui annulaient leurs commandes. Et voilà. Et ensuite, grâce à cette précommande, j'ai pu ensuite financer d'autres stocks. Parce que du coup, 100 t-shirts à 40 euros pièce, tu arrives à dégager un petit peu d'argent pour financer un petit stock pour continuer. Et comment, en fait, tu faisais pour, bah, où est-ce que tu faisais fabriquer finalement, ces t-shirts? Parce que tu as eu les premiers prototypes et puis quand tu as commencé à avoir plus de commandes, comment tu as externalisé la chose? Alors, c'était très compliqué de trouver un fournisseur. Je pense que tu sais, Marie, dans l'e-commerce, pour trouver un fournisseur, c'est hyper compliqué, surtout quand tu veux travailler avec un atelier en France. Moi, ce qui était compliqué, c'était que j'avais 19-20 ans et qu'on ne me prenait pas forcément au sérieux. Il y avait ça, il y avait aussi le fait que les ateliers en France ne veulent pas travailler avec
c'est normal avec des marques qui font de petites commandes. C'est le cas des fournisseurs à l'étranger, mais en France, c'est encore plus le cas. Quand je demandais, ouais, je veux juste 50 t-shirts, ils me disaient non, on prend pas des commandes de moins de 1000 produits. Donc là, c'était trop compliqué, mais j'ai pu trouver un fournisseur avec lequel j'ai pu collaborer. Et donc, j'avais commandé d'autres pièces. Et ensuite, une fois que j'avais reçu les t-shirts, je les emmenais moi-même. Du coup, là, j'étais à Paris. Et je les emmenais moi-même dans un atelier à Paris avec ma Seat Ibiza qui n'avait pas de contrôle technique. Hein. Voilà, c'était pour la petite histoire. J'avais pas trop le droit d'aller sur Paris avec la voiture, mais j'y allais quand même parce que j'avais pas le choix. Et du coup, j'allais les broder dans un atelier. Ça aussi, ça me coûtait hyper cher. Ça me coûtait, je crois que du coup, quand j'ai pu faire un petit peu de stock, ça me coûtait environ 15 € le t-shirt, 15 € la broderie. Un truc énorme, quoi. Et ensuite, tout simplement, j'ai pu faire la broderie. Et ensuite, je les ai envoyés moi-même de ma chambre. Je faisais les commandes, du coup, le soir. Et ensuite, j'avais un stock disponible en flux tendu pour assurer les commandes qui venaient pour livrer en 48 heures. Et voilà, je faisais tout même la logistique et j'envoyais le matin à la poste. Il y avait aussi une étape importante, c'est je voulais aussi mettre des étiquettes derrière les t-shirts, tout simplement pour écrire le nom de ma marque. Et là, je disais à ma mère de le faire. Du coup, elle ne comprenait pas non plus pourquoi, mais je disais juste fais-le et pose pas de questions, tu vois. Et du coup, elle brodait le nom de ma marque derrière. Et voilà, j'ai continué comme ça jusqu'à tout le temps en fait. OK, OK. En vrai, c'est super intéressant moi pour moi de découvrir les dessous des marques françaises en fait, parce qu'on a de plus en plus, qui se développent. Tu parlais du slip français, mais il y en a plein d'autres. Beaucoup de marques de lingerie française et cetera aussi, enfin, c'est souvent autour de ça et je parlais dernièrement aussi à une e-commerçante et en fait, ça m'a permis de découvrir en fait toutes les relations avec les fournisseurs que tu peux avoir, les relations, que tu dois entretenir, le fait que tu as des concurrents qui parfois se fournissent au même endroit que toi et cetera, tu vois? Où tu peux parfois croiser tes concurrents, en fait, en allant voir ton fournisseur, donc c'est un peu chaud. Et en plus, elle fonctionne comme toi avec des logiques de précommande, en fait, pour éviter d'avoir, du gaspillage et donc c'est super intéressant d'avoir les dessous de ce type, de marque. Tu parlais un peu de toutes les difficultés que tu as pu rencontrer. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as pu rencontrer, sur l'élaboration et la construction de ta marque, que ce soit au niveau de la logistique ou du marketing qui est arrivé peut-être un peu plus tard? Ouais, niveau difficulté, en fait, j'ai rencontré que des difficultés quasiment. Il y a trois choses pour moi. Il y a d'une part l'argent, parce que c'est un business dans lequel quand tu fais plus de la précommande, c'est un business dans lequel tu dois avancer des stocks. Du coup, tu dois payer des stocks. Et moi, le truc, c'est que j'ai pas trop de place chez moi. Du coup, les stocks étaient dans ma chambre. Et du coup, je dormais en ayant la vue sur mes stocks. Et du coup, je me suis dit, oh putain, merde, qu'est-ce que je fais? C'est de l'argent qui dort, en fait. Et je me dis que j'espère un jour je vais les vendre. Du coup, c'est très stressant. Deuxième point, pour moi, c'est les connaissances. J'étais en licence d'économie, du coup, j'y connaissais rien. Du coup, niveau marketing, communication surtout, et aussi design pour les vêtements, c'est très important. Et aussi pour faire un site. Quand je reviens sur mon site, je vois il était éclaté en fait. On va pas se mentir, il était vraiment éclaté. Et je me rappelle que j'avais même pas de politique de confidentialité, de trucs comme ça. Donc j'ai eu très chaud. Donc heureusement que personne n'a vu ça, mais du coup j'ai pu rectifier le tir après. Et enfin, troisième point, je pense que c'était la légitimité. Quand je vous ai dit, quand tu appelles des ateliers et que tu leur dises, ouais, j'ai 20 piges et je lance une marque de vêtements, ils disent, ils te raccrochent en fait. Donc voilà, ils ne prennent pas trop au sérieux. Mmh. Mais OK, du je coup, vois. c'est quoi un peu la suite après le. Parce que du coup, de ce que je comprends au début, t'as eu un coup de boost, tu vois, et t'as eu tes premières commandes qui sont arrivées comme ça. Et après, du coup, comment est-ce que ça s'est passé sur la suite une fois que le coup de boost il est passé? D'ailleurs, est-ce que ça a duré? Et si oui, est-ce que tu te rappelles combien de temps à peu près? Et il s'est passé quoi ensuite après? Alors le coup de boost de l'article, en fait, ça a fait à peu près 100 commandes, tu vois, et du coup, ça a duré sur un mois. Moi, du coup, j'avais 100 commandes que je devais préparer. Entre-temps, pour moi, 100 commandes, c'était la fin du monde, tu vois, j'avais que ça dans ma tête. Alors qu'en vrai, c'est pas grand-chose. Un deuxième petit coup de boost, en fait, grâce à cet article, il y a eu d'autres articles de journaux moins connus, mais toujours dans l'Est de la France,
Ensuite, Covid, parce qu'on arrive au mois de février-mars, Covid. Du coup, là, plus rien du tout. Du coup, moi, je continue ce que je fais, c'est que, étant donné que j'étais éclaté sur Instagram, je vais sur LinkedIn et je commence à publier régulièrement sur LinkedIn. Du coup, c'était mon canal principal. Et à la suite du Covid, autre coup de boost, les gens ont voulu consommer beaucoup plus responsable. On a forcé les gens aussi à consommer local, made in France. Là aussi, deuxième coup de boost avec pas mal de commandes. Et aussi via ma communication sur LinkedIn qui était assez régulière. Je pense que j'étais le seul gars en France qui vend des vêtements grâce à LinkedIn. Et du coup, ça a duré. Et environ, pour être honnête, je faisais environ entre 1000 et 2000 euros de chiffre d'affaires chaque mois, voire ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 000. Et ça fait environ une à deux commandes par jour, pour un panier moyen de 40 euros. Et ensuite, je me suis dit que j'allais sortir un nouveau produit, qui était un tote bag, pareil, made in France, coton bio. Et je reverse 1 euro à chaque fois pour une association. Ça aussi avait pas mal marché, et du coup, ça me permet aussi d'avoir un produit d'appel qui était beaucoup moins cher, qui était à 20 euros. Et les gens, puis je mettais la livraison gratuite à partir de 30 euros, tu vois. Du coup, les gens prenaient un tote bag et un t-shirt. Et ça a duré comme ça pendant 3-4 mois jusqu'à la fin de l'été 2021, je crois. 2020. Ok, stylé, mais du coup, ça veut dire que tu as résolu ton problème de marge et de coût, en fait, du coup. Parce que là, de ce que je comprends, c'est que ton poignet moyen est environ à 40 euros, donc t'as pas vraiment monté le prix, mais du coup, tu as réduit tes coûts au niveau des fournisseurs, c'est ça? Exactement, ouais, parce que ouais, comme au départ, ma commande de 10 t-shirts, elle me coûtait 35 euros, je la vendais 40 euros. En gros, j'étais perdant. Ensuite, ça a commencé à me coûter 30 euros, 25 euros, et à la fin, j'ai pu baisser vraiment le coût quand j'ai pu commander de vrais stocks. Et un t-shirt avec la broderie, etc., me revenait à 17 euros grand max. Donc là, il y avait quand même une marge. Et tu rajoutes par-dessus un tote bag que tout le monde prenait aussi, que je vendais 20 euros et que je payais moi entre 8 et 9 euros. Du coup, ouais, le problème de marge était rectifié. Ouais, donc en fait, si je comprends bien, c'est au niveau des fournisseurs, c'est plus tu peux commander chez eux, plus ils te font confiance, plus ils sont prêts à négo sur leur marge potentielle, quoi. Ok. Exactement. Puis moi aussi, j'en profitais parfois pour leur dire, ouais, est-ce que je peux vous payer d'ici un mois, 2 mois, etc. Puis ils étaient d'accord vu que en fait, j'avais qu'un fournisseur et ils me faisaient Ouais, confiance. ok. Du coup, Ok. Bah, trop bien. Pour la communication, tout à l'heure, tu parlais pour le market et la com, tu parlais de LinkedIn. Et à cette époque-là, quand tu postais sur LinkedIn, tu étais encore en B2C? ouais, j'étais encore en B2C. En fait, LinkedIn, avant, c'était pas comme aujourd'hui. J'ai pas les codes, j'avais, je crois, 500 en relations quand j'ai commencé. À chaque fois que je postais, en fait, ce qui était fou, c'est qu'à chaque fois que je postais un post, j'avais toujours 100, 200 likes et il y avait toujours entre 5 à 10 commandes qui suivaient. Donc pour moi, c'était énorme. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça? Je crois que je mets un post que je raconte ma vie, il y a des commandes qui suivent. Est-ce que je suis légitime, tu vois? J'ai commencé à poster moins du coup, en postant une à deux fois par semaine, puis une fois par semaine. Ensuite, LinkedIn, il y a eu un gros boost une fois, malheureusement, enfin, heureusement pour moi, mais qui n'était pas forcément prévu. C'est j'avais partagé, quand ça a commencé à bien marcher, j'ai contacté des influenceurs sur Instagram pour qu'ils puissent aussi promouvoir ma marque. D'ailleurs, qui a très très bien marché parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont partagé mes vêtements sans rémunération en retour. On y reviendra après sur les influenceurs. Mais du coup, il y avait une influenceuse qui m'avait dit, elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit que je partagerais pas ta marque parce que Asdin et Made in France, ça va pas ensemble. Moi, sur le coup, j'ai rigolé, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais le poster sur LinkedIn. Je l'ai posté, je crois que c'était un soir, hein, et j'avais aucune notion des horaires, des plages horaires sur LinkedIn, etc. Et je me réveille le lendemain, un truc qui a fait 100 000 vues. Je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Le soir, il fait 1 million et 2-3 jours après, il atterrit à 2 millions et quelques impressions. Beaucoup de commentaires, ça va un petit peu loin cette histoire. Quelqu'un le met sur Twitter et du coup, je finis entêté. Je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Beaucoup de messages. D'ailleurs, j'ai encore des messages aujourd'hui que j'ai toujours pas ouverts tellement il y en avait. Des journaux, de la télé aussi qui me contactent pour me raconter un peu cette histoire-là. Et du coup, je refuse tout parce que je me sentais pas. Je voulais pas, en fait, qu'on parle de ma marque en parlant de cette influenceuse qui a fait ce mauvais commentaire.
En y réfléchissant, je trouve que c'était une bonne idée parce que je voulais pas qu'on parle de moi comme ça. Et du coup, là, c'était un gros boost. Là, je vous dis pas le nombre de visites qu'il y a eu sur le site il buguait complètement. Les commandes aussi, il y en a eu beaucoup, beaucoup, alors que j'ai quasiment plus de stock. Ouais, là, il y avait un côté positif parce que niveau chiffres, ça allait. Pareil pour mes relations LinkedIn qui ont beaucoup augmenté, mais je comprenais pas trop ce qui se passe. C'était un buzz, mais pour moi, c'était aussi un mauvais buzz. J'en ai pas forcément besoin. Je suis quelqu'un d'assez réservé à la base. Il y avait trop d'intention sur moi. Et depuis ce jour-là, je crois que j'ai complètement arrêté LinkedIn dans ma communication. Je crois que j'ai arrêté LinkedIn pendant 1 an et demi, 2 ans. J'allais plus dessus du tout. D'ailleurs, j'ai enlevé le post, mais il y a un gars qui a fait un article sur Mediapart sur ce sujet, etc. Du coup, si vous voulez voir l'article, enfin le post que j'ai mis, il suffit de taper mon nom et prénom sur Google. Mais voilà, du coup, j'avais complètement arrêté la communication sur LinkedIn, alors que c'était mon canal principal pour faire le B2C. Putain, mais c'est dingue cette histoire en vrai. C'est assez ouf. Mais tu l'as affiché ou pas, la personne là? Dis-moi que tu l'as affiché. Non, justement, heureusement, heureusement que je l'ai pas affiché. C'est interdit. Non, je ne me sentais pas le faire, tu vois. En fait, même si je savais j'avais pas beaucoup de relations sur LinkedIn, je me suis dit qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de gens qui allaient voir, mais je me voyais pas, même si quelqu'un me fait du mal, je me vois pas l'afficher devant tout le monde, tu vois. On règle ça en privé, Ouais, mais surtout que ça peut se ça y est. retourner contre toi. Si t'affiches une Exactement, et conversation du coup, je privée l'ai en pas affiché, public. et tout le monde m'a dit, ouais, affiche-la, affiche-la, affiche-la. J'ai dit non, j'ai juré que je l'allais jamais l'afficher. Je l'ai dit à personne, je crois qu'il y a que mon frère qui sait, etc. Mais c'était pas une influenceuse hyper connue, c'était une micro-influenceuse, mais bon. Ça n'explique pas pourquoi elle a dit ça, mais au début, moi, je l'ai pris pour une vanne. En réalité, j'ai rigolé. Je savais pas trop comment le prendre. Je dis, bah ouais, en fait, elle a raison. Mon prénom, il est pas forcément français, donc Zenimeli France, ça va pas ensemble. Mais au final, avec les commentaires des gens, je me suis dit, ah ouais, non, c'est chaud ce Non, qu'elle a c'était dit. raciste. Ouais, totalement. Désolé, c'était raciste. 100%. Et puis 100%. après, on peut rester 40 ans sur qu'est-ce qu'un prénom français, mais bref. Mais elle est encore influenceuse là? Ouais, mais toujours micro-influenceuse, ça veut dire qu'elle a pas augmenté Oh, bah tant depuis. mieux. Karma. Euh, Tcha. pour prendre un peu de distance, bon, on en discutait en off, mais je te disais en off que, bah, en gros, t'avais réussi à craquer un truc en marketing et t'avais en même temps décidé de te saboter. Et en fait, quand tu nous dis là que t'es quelqu'un de réservé et que c'est pour ça que t'avais un peu de mal avec LinkedIn, je comprends mieux parce qu'en fait, le canal sur lequel ça fonctionnait le plus, c'est un canal un peu différent, par exemple, d'Instagram ou de Twitter ou de Facebook, dans le sens où, en fait, à travers LinkedIn, c'est toi qui dois prendre la parole. C'est pas vraiment ta marque comme, on pourrait voir sur Facebook où les ads nous sont faits à partir des comptes, des marques, en fait, et pas des comptes personnels. Toi, en fait, c'était à travers c'était toi qui portais la voix de ta marque et donc forcément, tu étais un peu mis en porte-à-faux et que c'était toi qui étais enfin, c'était à toi que les gens s'adressaient en fait et c'est peut-être là où enfin, corrige-moi si je me trompe, mais c'est peut-être là où ça a buggé aussi dans ta strat marketing, même si elle fonctionnait. Ouais, et moi je connaissais pas le principe du personal branding à la base. Moi je postais sur LinkedIn juste pour raconter un peu mes histoires d'étudiants entrepreneurs, mais je connaissais pas le concept de personal branding, sinon je l'aurais beaucoup mieux fait que ce que je faisais à la base. Mon nombre d'abonnés sur LinkedIn grandissait beaucoup, je suis arrivé à 5, 6 000, 7 000, etc. Ce qui est Et enfin, mon compte parenthèse, c'était énorme. Enfin, on est en 2020, LinkedIn, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, ah hein. ouais, ah oui, à la base c'était énorme. Les top voice qui existent maintenant, à l'époque j'étais avant eux sur LinkedIn, tu vois, ils n'existaient pas. Donc ouais, c'était énorme. Et les gens qui sont top voice aujourd'hui commentaient sur mes posts, je me rappelle, et m'envoyaient des messages en privé pour, euh, pour faire je sais pas trop comment appeler ça, mais ils voulaient faire des posts sur moi. Il y a aussi d'autres trucs, il y a aussi des écoles qui voulaient faire des cas d'école sur moi, où je devais intervenir pour dire, ouais, comment je devais, ils devaient me donner des tips pour sortir d'un état de crise, tu vois. Alors que non, au calme, j'allais bien, tu vois. Mais du coup, c'était marrant, il y avait pas plein de messages hyper marrants qui m'ont été envoyés. Hem, aventure folle en vérité, et il me semble qu'à un moment, je ne sais pas à quelle période, mais tu vas nous le dire dans quelques instants, tu as opéré un pivot, enfin un pivot, c'est un grand mot, mais en gros, tu as changé de cible, et tu es carrément passé du B2C au B2B. Donc aujourd'hui, tu proposes plus en fait tes t-shirts pour, les consommateurs lambda, mais c'est plus pour des entreprises finalement maintenant? Ouais, c'est ça. J'ai fait ce qu'on appelle un pivot sans savoir ce que c'était à la base.
Mais c'est simple, ça m'est tombé dessus. Du coup, après le Covid, ça marchait pas mal. L'été aussi, ça marchait pas mal. Du coup, j'ai mon nombre d'abonnés sur LinkedIn et Instagram qui augmente. Et là, il y a des vignerons de l'ouest de la France qui m'appellent et qui me contactent pour que je personnalise mes t-shirts sans mon logo, mais avec leur logo à la place dessus. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui voulaient faire de la communication via leurs vêtements de manière beaucoup plus responsable. Or, ils trouvaient pas de fournisseur. Le fournisseur que je trouvais, ben, eux le trouvaient pas du tout. Donc là, du coup, un fournisseur qui est made in France et qui a du textile en coton bio. Donc là, je me dis qu'il y a un truc à faire. Par exemple, la commande des vignerons, c'était une commande à peu près de 3 000 euros, du coup, ce qui était mon chiffre d'affaires sur le mois, dans mes gros mois, tu vois. Après, il y a une grande entreprise qui me contacte, qui vend des produits 100% bio, qui s'appelle Marcal, qui vend des produits partout dans les centres Une des commerciaux, plus etc. grandes marques de Et du coup, bio qui est assez de France. Et ouais, je crois que c'est Ouais, ça, ouais. ouais. Et du coup, qui me contacte moi, jeune étudiant qui vient d'emménager dans les Yvelines à Mantes-la-Jolie pour faire leurs vêtements d'entreprise. Je comprends pas trop et du coup je me dis bah ouais je go alors que je sais pas du tout faire ça. Là pareil c'était pour une commande je crois à 3 4 000 euros. D'ailleurs c'est des clients qui me commandent souvent chez moi, quasi à chaque rentrée. Donc là je commence à communiquer pardon, sur LinkedIn en disant ouais j'ai Marcal comme client etc. Ils m'ont demandé de faire ça, je l'ai fait. Du coup les gens me prennent pour un pro, pour un gars qui a un atelier chez lui et qui est grave chaud tu vois. Et là, ensuite, je réussis à avoir un lycée de ma ville à Nancy, grâce à un ami qui me file le deal. C'était pour une commande d'à peu près 600 suites bio. Alors que c'est des trucs que je proposais pas à la base. Et là, je me dis, mais c'était trop pour moi, comment je vais faire ça et là, je m'imagine la facture et je me dis, je peux pas passer à côté de plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et je me dis, bah, je vais dire que je vais le faire, tu vois, alors que non, je sais pas comment faire. Du coup, je réfléchis et je me dis, ouais, je vais le faire. Et du coup, j'arrive au bout du deal, j'arrive à trouver un atelier. En fait, là, je me positionne comme un atelier, enfin, un intermédiaire entre un atelier de production de vêtements, un atelier de personnalisation aussi, et le client final. Du coup, je m'occupe de tout ce qui est la logistique, du design, quand eux n'ont pas de design, et que ça se passe bien en fait, en gros. Et j'assure les relations entre les deux. Euh, En gros, je suis juste entre les deux. J'ai pas de stock chez moi ou autre chose comme ça. Et là, je me rends compte que j'ai pas énormément de taf à faire, hormis de suivre un peu l'avancée du projet, et que ça me rapporte énormément. Alors que c'était tout le contraire pour le B2C. J'avais trop de choses à faire et ça me rapportait très très peu. Donc là, j'ai pas réfléchi très longtemps. Je me suis dit que j'allais me concentrer plutôt sur ça. Alors, en fait, le B2C, ça me stressait beaucoup, le fait de voir mes stocks dans ma chambre qui se vendaient pas. Enfin, qui se vendaient, mais pas hyper non plus, pas vite non plus pour me dégager un petit revenu. Et là, je me dis, ouais, go B2B à fond pendant au moins quelques mois pour voir où ça va, tout simplement. Et du coup, tu les trouvais comment tes clients B2B? Parce que j'ai compris, les premiers venaient à toi, mais après, est-ce que tu es parti en chercher ou est-ce qu'ils sont toujours tous venus et ça s'est toujours très bien passé? J'ai jamais prospecté, c'est vrai. Même maintenant, aujourd'hui, je prospecte pas en B2B. J'ai la chance d'avoir une grosse communauté sur LinkedIn encore aujourd'hui qui, euh, qui savent que je fais ça. Du coup, ça m'arrive d'avoir des commandes quasiment chaque mois. Par exemple, bah, les premiers, c'était parce qu'ils étaient abonnés à moi sur Instagram depuis très longtemps. Le lycée, pareil, c'était un pote. Et ensuite, que grâce à mes posts LinkedIn. Du coup, j'ai jamais prospecté, jamais envoyé de mail pour trouver des clients, tout simplement. Ok, méga intéressant, en vrai. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu referais les choses de la même manière? Bien sûr que non. Non, non, non. Parce que je suis sûr qu'avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais en B2C, j'aurais tout déchiré. Ça, c'est une certitude pour moi. Parce qu'à l'époque aussi, quand je me suis lancé, TikTok, ça n'existait pas vraiment. Ok. Ça existait, mais pas comme ça existe aujourd'hui. Du coup, maintenant que les connaissances que j'ai sur TikTok, sur LinkedIn et sur Instagram,
Mais je suis sûr que j'aurais tout cartonné en B2C mais en B2B. Et maintenant, je reprends un petit peu aussi, mais je sais que j'aurais fait énormément de commandes et je me serais surtout beaucoup éclaté. Parce que avant, j'avais pas de branding. Le nom, je l'avais trouvé comme ça. Le logo, je l'ai fait sur Canva. Mes valeurs, je les avais vite fait, mais je sais pas c'était quoi des valeurs. Je sais pas vraiment c'était quoi mon why. Je n'avais pas fait de charte graphique. J'avais pas de couleur. Normalement, tu dois avoir 3 couleurs type, une police, sous-police, je sais pas quoi. J'avais pas de tout ça. Mes polices, ça changeait à tous les posts Instagram. Et ça qui était marrant. Et du coup, si je le fais encore aujourd'hui, si je le refais, je suis sûr que ça va emmener beaucoup, beaucoup plus loin. OK. Bah, en vrai, enfin moi j'aime bien ta réponse honnête, genre vraiment honnête et transparente parce que franchement ça me vénère les gens qui disent: «Ah si c'était à refaire, je referais tout de la même manière», mais pourquoi tu mens comme ça? C'est des Mais mythos. bref, et aujourd'hui en fait tu en es où, du projet, Vainqueur? Il en est où ce projet? Ouais, et juste moi aussi, je voulais savoir, tu fais encore du B2C du coup ou t'es vraiment passé full B2B là? Non, B2C, c'est fini. C'est fini pour l'instant, mais mon rêve, c'est de revenir, de faire un retour à la KB9 en B2C. Ouais, il fait plus de B2C, j'ai voulu lui commander un t-shirt, il m'a dit: «Non», voilà. Non, j'aimerais bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, même encore aujourd'hui, souvent sur LinkedIn et Insta, ouais, t'en es où B2B, B2C, pardon, est-ce qu'on peut commander, etc. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en B2C, les gens voient ce que tu fais parce que tu poses beaucoup sur Instagram, tu poses beaucoup sur LinkedIn. Du coup, ils se disent, ouais, le mec, il bouge, il fait plein de trucs. Alors qu'en réalité, tu fais pas beaucoup de chiffres. Mais en B2B, les gens ne savent pas vraiment ce que tu fais parce que moi, je publie pas sur Instagram, je montre pas ce que je fais. Et les gens pensent que je fais plus rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents parce qu'ils pensent que je fais plus rien, que mon projet a floppé, tu vois. Du coup, c'est ça qui est marrant, que beaucoup de gens me disent, enfin, j'entends dire des gens qui disent que un tel a dit, ouais, Asdin, son projet, ça marche pas, il a complètement arrêté. Alors que non, je fais juste mon truc en soum et que j'affiche pas trop ce que je fais. Et tu vois, ça c'est l'exemple parfait des réseaux sociaux, tu vois. En fait, les réseaux sociaux, tu peux faire avaler ce que tu veux à n'importe qui, tu vois. De ouf. Tu montes des trucs, on va dire, ah ouais, il a la fast life, il a une vie de ouf. Au final, ça marche, mais tu vois, mais Mmh. tranquille. Et Mm. t'arrêtes tout juste, tu fais un pivot, tu passes en B2B. Franchement, il y a trop de boîtes dans ce monde aujourd'hui qui font du B2B, qui ont une communication éclatée, mais qui font je sais pas combien de milliers d'euros de chiffre Ouais. d'affaires mensuel parce que le B2B, ça paye. Et ça paye cash, et ça paye en gros d'un coup, tu vois. Mmh, Il va pas te mmh, mmh. commander un t-shirt, il va t'en commander plein. Et c'est comme ça dans plein de business, tu vois. Donc le B2B, c'est une porte j'allais dire de sortie, mais non, c'est une porte d'entrée de ouf. En fait, c'est une porte d'entrée de ouf. Faut carrément Ouais. envisager ça dans les business, tu vois. Ouais. En plus, quand j'ai découvert ta marque, bah, tu étais déjà passé en B2B, mais il y avait encore des traces de ta communication B2C. Et en fait, moi, j'avais trop accroché sur le logo. Je crois que c'est un épi de blé. C'est un nom. Ouais, bref, c'est une plante. C'est une branche Non, avec les couleurs de la France. ouais, c'est ça, c'était une feuille, une branche de laurier, une feuille de laurier, du coup, qui est le symbole de la Mmh. victoire. Donc, Avec vainqueur, tu César. vois. Donc, j'avais quand même réfléchi un petit peu quand même, hein. Et avec enfin, les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, pour rappeler, du coup, que j'étais Made in Ouais. France. Du coup, je suis pas allé chercher bien loin, Mais tu c'est vois, j'ai super pas propre en fait. de... En fait, c'est super sobre. C'est un détail. En plus, il y a beaucoup de marques qui font des choses comme ça avec un petit détail. C'est différenciant. En même temps, genre, t'es pas sur un modèle. Enfin, tu peux le style. Enfin, tu peux le porter tous les jours. Tu vois, t'as pas besoin de trop réfléchir. Et donc voilà, bah, j'attends que rouvres en B2C alors. Euh, Ouais, j'espère. Franchement, c'est un truc que j'ai en tête depuis, en fait, depuis que les gens me disent, ouais, ça en est où, ça en est où. Et ouais, j'aimerais bien faire mon retour en B2C un jour, ouais. ok, ok. Et finalement, ce projet vainqueur, est-ce qu'il a pu t'ouvrir d'autres opportunités, débloquer certaines portes éventuellement? Niveau légitimité, ouais, beaucoup, hein. J'ai un complexe avec ça, tu vois, je me dis, je suis un jeune rebeu qui habite dans les quartiers, enfin, qui est issu d'un quartier dans les Yvelines, parce que maintenant j'habite dans les Yvelines, on me prend pas forcément au sérieux, mais en réalité, grâce à ça aussi, quand je leur dis ce que je fais, parce qu'en fait, tout le monde fait des études. Tout le monde arrive en licence, master, mais il n'y a pas tout le monde qui entreprend à côté de ses études. Du coup, les gens te prennent un petit peu plus au sérieux. Ils disent, ah ouais, il a quand même fait quelque chose dans sa vie, etc. Il peut m'apprendre beaucoup de choses. Il y a eu ça, puis il y a aussi le fait que je me suis lancé sur LinkedIn assez tôt. Et LinkedIn, bah, c'est pas comme TikTok ou Instagram où les gens te prennent un petit peu plus au sérieux. Et là,
Quand je publiais pas mal, notamment sur les B2B, ben là j'ai pu aussi trouver une alternance parce que je galérais pas forcément, mais j'avais la flemme de chercher une alternance pendant 6 mois comme tout le monde. Et je suis sûr et certain, enfin on m'a dit que l'alternance dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça, ce que je faisais à côté, qui m'a permis aussi de, de décrocher ce poste en alternance parce que du coup je suis dans une boîte qui a une conscience écologique forte, chacun des employés est un petit peu entrepreneur, donc ouais, ça m'a permis de trouver une alternance. Par exemple, pendant mes cours aussi, ça me permet, moi aussi, je prends aussi beaucoup plus confiance en moi. Je mène des projets. Ouais, ça m'ouvre pas mal de portes. Même niveau relation, par exemple, on n'aurait jamais communiqué ensemble si j'avais pas fait ça, tu vois. Donc ouais, moi j'encourage tout le monde à entreprendre peut-être ses études. Donc pour s'amuser déjà, c'est trop bien, mais aussi pour découvrir de nouvelles personnes comme vous deux par exemple. Bah ouais, top. Et justement, en parlant de rencontres, tu parlais de TikTok à l'instant. Est-ce que tu peux aussi peut-être un peu ouvrir la porte, enfin ouvrir le sujet sur toi et TikTok? Ouais, je suis un TikToker, à ce qui paraît. Je me suis lancé ouais, sur TikTok où je fais des vidéos, où je donne des tips entrepreneuriat, marketing, etc. Je me suis découvert une passion aussi enfin, je crois que je suis très pédagogue. J'aime beaucoup donner des conseils aux gens. Et ça a pas mal pris, où je donne des conseils pour lancer son e-commerce, pour lancer son projet, pour motiver les gens. Et du coup, aujourd'hui, je dois avoir à peu près de 45 000 abonnés sur ce réseau-là. Et franchement, c'est pas mal parce que ça m'ouvre aussi beaucoup d'opportunités. Ben, aussi, pour revenir à la question de est-ce que ça m'a ouvert des opportunités, oui, parce que grâce à TikTok aussi, j'ai une certaine légitimité parce que j'ai entrepris toutes mes études. Si j'avais pas fait ça, pourquoi je donnerais des conseils à des gens pour entreprendre à côté de leur étude, justement. Ouais, carrément. Et du coup, c'est pour ça que ça marche. Enfin, 45 000 abonnés, c'est pas énorme aujourd'hui, mais pour moi, c'est très très bien déjà. Et ça m'ouvre des opportunités parce que ça m'arrive de faire des collaborations avec des marques, franchement, pas mal, hein. Des marques comme Mojo, Wizby, Metricool, des choses comme ça qui sont pas mal. Ça veut dire que tu fais pas de Et du danse sur coup, TikTok? voilà. Non, je danse pas encore, mais c'est peut-être Ah, prévu. intéressant. Non, reste dans ton créneau. Reste, quoi, tu dis ce que tu fais, danse pas. Ouais, ouais, ouais. J'ai peur des abonnés, c'est Ah, sûr. c'est sûr. Mais là, je suis sur ton TikTok. En vrai, belle perf. Franchement, déjà, attends, t'as dit un truc qu'il faut. T'as dit, j'ai que 45 000 abonnés, c'est pas beaucoup. Faut Faut relativiser. jauger. Franchement, 45 000 abonnés, mec, c'est énorme. C'est Non ouf. mais Franchement, c'est ouf. Et même, juste, excuse-moi, petit, mais juste avant le nombre de vues, le nombre d'abonnés, mec, je check le nombre de vues, tu fais énormément de vues, tu vois. Donc, il y a énormément de personnes qui te voient. Donc, ouais, t'es un TikToker, ouais, on peut le dire. mais Ouais. mais Asdi, il a que 45 000 abonnés sur TikTok, il a que lancé une marque éco-responsable, il a que fait un pivot, il a que trouvé la bonne stratégie pour faire un gros CA sans avoir beaucoup de clients. Enfin, Non, mais ouais, je suis comme ça. Pour moi, c'est rien, tu vois. En fait, je sais que je suis capable de faire mes 10 fois plus. Mais par manque de temps et parfois par manque de légitimité, bah, je me permets pas de faire beaucoup o- plus. Et je sais que Ipti va m'engueuler parce que c'est pas bien, mais voilà. ok, je vais prendre le micro pour dire un truc parce que pour le coup, je pense que je t'ai jamais dit et j'en discutais avec une pote la dernière fois, c'est que je lui disais, punaise, Enfin, je vais prendre mon exemple, mais c'est juste pour vous situer la chose. Je disais, je suis trop ingrate. Je suis trop ingrate parce qu'aujourd'hui, je me dis que j'en fais pas assez, que je suis pas là où je devais être, où je devrais être, que je pourrais faire tellement plus, être tellement plus loin. Et en fait, tu te dis, mais punaise, je suis trop ingrate. Parce que 5 ans en arrière, quand je me revois, je me dis, ah ouais, punaise, quand j'avais 17 piges, je me dis, vas-y, dans 5 6 ans, à la fin de mes études, je veux avoir fait ça, je veux avoir fait ces études-là, je veux avoir tel taf, je veux avoir telle somme sur mon compte en banque, etc. Et je me dis, mais t'es carrément plus loin que ce que t'avais prévu. Et aujourd'hui, t'es même pas satisfaite, en fait, de ce que t'as. Et je me dis, mais toi, t'es folle, en fait. En fait, tu te laisses FOMO par tout ce que tu vois sur les réseaux, encore une fois, hein, Ouais. que ce que tu vois sur LinkedIn, des gens qui ont le même âge que toi, qui ont une grave CP, etc. Je me dis, mais toi, t'es folle, en fait. Redescends sur terre. Et en fait, pour moi, je dis, c'est ingrat parce que t'es pas satisfaite et t'es pas reconnaissante de ce que t'as et de ce qu'on a pu te donner et de ce que tu as pu t'offrir, tu vois. Et je me dis, en fait, non, genre, continue de travailler, essaye de progresser, mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette attitude de, non, c'est bien, en fait, où je suis, parce que je suis là où, en fait, je m'y attendais même pas, en fait.
comme tu disais au début, Asdine, tu disais, bah, moi, je m'y connaissais pas en marketing, j'avais fait n'importe quoi, et cetera. Et aujourd'hui, il y a des marques qui te contactent justement pour des actions marketing, pour des campagnes marketing. Donc, je pense qu'il faut aussi savourer chaque étape et chaque succès, en fait, parce que sinon, on finit toujours par vouloir plus, 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 et en fait, à être jamais content, en fait. T'as raison, et pour revenir sur un point, c'est que je crois qu'on est trop matrixé par les réseaux, notamment TikTok en ce moment et Instagram Reels, où j'en parlais dans une de mes newsletters, c'est que sur TikTok, on voit beaucoup de jeunes de 15-16 piges qui disent qu'ils font des 10 000 euros par mois, alors que c'est pas forcément vrai. On voit beaucoup de comptes motivation qui cartonnent. En fait, on voit que les gens ils regardent que les vidéos de motivation, mais ils ne font rien à côté. On voit les gens qui font des podcasts comme Yumi Denzel ou Sama Amar qui disent que si tu as 18 ans et que tu fais pas 10 000 euros par mois en e-commerce, tu sers à rien en fait. T'es en retard. Donc, tout le monde dit qu'on est en retard, on est en retard, on est en retard. Mais en réalité, chacun avance à son rythme. Et le principal, c'est qu'on se sente bien, quoi. Et moi, je me dis parfois que ouais, je suis en retard parce que j'ai eu 24 ans. 24 ans, ça m'a fait un petit choc. Mais en réalité, je pense que je suis bien où je suis aujourd'hui. Non, mais en Et fait, par rapport à ce que tu dis petit, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais dans le sens où, en fait, c'est carrément la bonne mentalité à mes yeux, tu vois. Genre, enfin, tu te satisfais pas de ce que t'as dans le sens où t'as toujours envie d'aller plus loin, d'avancer et de pousser plus, tu vois. Donc moi, je pense que c'est toujours la bonne mentalité à avoir. Et comme je te disais, bah ouais, là, faut juste trouver le juste milieu parce que c'est vrai que, mmh. en vrai, quand tu reviens en arrière, bah, tu te rends compte que, vas-y, en fait, t'as fait des choses, tu vois. T'as fait des choses et t'es pas juste là à rien foutre de ta vie, tu vois. Mmh. Mais tu vois, Asdine, comme toi, comme moi, tu vois, enfin, à la base, on est des étudiants en alternance, tu vois. Et juste ça, déjà, c'est énorme, tu vois, parce qu'il y a quelques années, et on en avait parlé avec Younes, l'alternance, déjà, c'était pas autant démocratisé, c'était pas aussi bien vu. Aujourd'hui, bah, en fait, c'est un vrai taf que t'as à côté, c'est une charge mentale, même si tu fais pas un 100%, même si t'es pas à 100% dans l'entreprise, tu vois, c'est une charge mentale que tu trimbales tout le temps avec toi. Et en fait, je pense que même si on entreprend à côté, ce qui est beau, en fait, c'est que bah, on se fait pas FOMO et qu'on a une capacité, on développe une capacité plutôt à prioriser en fait. Et cette capacité à prioriser, je pense que dans quelques années, elle va grave, grave, grave nous servir parce qu'on saura qu'est-ce qui est important, à quel moment. Moi, tu vois, on en parlait. Je dis là, en ce moment, ce qui est important pour moi, c'est mes études. C'est focus études, tu vois, sur certaines plages, enfin, certaines périodes. Parfois, sur certaines semaines, certains mois, bah, c'est plutôt focus projet, tu vois. Là, j'étais grave focus études, bah là, je vais me laisser un peu plus de temps déjà pour moi-même et puis pour focus sur certains projets, tu vois. Et ça, franchement, cette plasticité, cette adaptation, tu vois, cette flexibilité, c'est grave une compétence qu'on sous-estime beaucoup trop pour moi, tu vois. Non, Donc, moi, Ouais. 100% d'accord. 100% d'accord, j'ai même rien à rajouter carrément. donc Mais je vais c'est pas trop te vrai. gronder à se dire, tu vois, je suis même plutôt d'accord avec toi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous deux. C'est vrai que moi, j'encourage tout le monde à faire de l'alternance. Hein. C'est une certitude. Ouais, en vrai, l'alternance, c'est un truc qui te permet de mettre déjà de faire tes premiers pas dans le monde pro. Parce que putain, moi, j'ai pris une énorme claque Ouais. quand je suis passé de l'école à mon premier taf, donc à l'alternance, où on me disait, ouais, quand tu vas bosser, tu vas voir, ça va être comme ci, comme ça, le marketing, SWOT, PSTL et tout. Je suis rentré en start-up, SWOT, PSTL, c'était inexistant. Je savais pas ce que c'était du Ça marketing, je sert à savais rien. pas vendre, je savais pas prospecter. Tout ce que j'avais vu, tout ce qu'on m'avait dit en cours, ça n'existait pas. Mais en fait, c'est juste que j'ai suivi des études avec une vision très à l'ancienne de l'entrepreneuriat, mais dans des grosses boîtes, tu vois. Là, je suis arrivé dans une startup, il y avait tout à faire. Et tu vois, je rejoins ce que tu dis petit. En fait, même si j'étais pas à temps plein dans mon taf, enfin déjà 3 semaines, une semaine, t'es déjà bien dans ton taf, mais la semaine où j'étais à l'école, et j'étais au taf en fait, tu vois. Et donc en Mmh, fait, tout le temps, t'es dedans, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. mmh. Et l'entrepreneuriat, c'est quand tu rajoutes ça à l'entrepreneuriat, ben, tu peux kiffer, tout comme ça peut être une aventure où tu dis ah ouais l'entrepreneuriat c'est pas forcément pour moi, tu vois. Grave. En fait, c'est trop bien parce que quand c'est la pire des positions, mais en même temps, c'est la meilleure quand t'entreprends. Enfin, quand t'as un projet à côté ou que t'entreprends et que t'es alternant et que t'es étudiant, en fait, ça te permet de tout tester et de voir en fait ce que tu kiffes le plus. Genre vraiment, tu goûtes à tout et après tu choisis. Donc c'est vraiment un luxe qu'on s'offre. Et juste petite parenthèse, moi j'ai vu certaines startups qui utilisaient les SWOT et les pestels. Parce que parfois, ouais, 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 mais parenthèse, parfois en fait ça te permet de prendre de la distance. Parce que parfois justement, t'es tellement en train de tester ton marché, t'as la tête dedans en fait, que parfois t'as besoin en fait de prendre du recul et vraiment d'avoir, les Américains ils disent de big picture, je sais pas comment on dit ça en français, le grand tableau, je sais pas, bref, de voir les choses en grand angle, tu vois, et de se dire, ok, bah là en fait, comment se comporte mon marché pour que je puisse officiellement trancher et me positionner correctement, tu vois. Mais c'est juste que
de ce que j'ai vu, tu vas pas les utiliser dans le même ordre, de la même manière que quand t'es en cours, parce qu'en cours, bah, forcément, c'est étape par étape. Mais en fait, quand t'es en start-up, c'est beaucoup d'allers-retours, de machins, d'ajustements, etc. C'est du daily de ouf. Ouais, 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 beaucoup d'itérations surtout. Enfin, on utilise beaucoup les méthodes agiles en gros en start-up souvent. Donc voilà pour le petit point sur cette condition-là. Et justement, en parlant d'être étudiant, Asdine, pour toi, c'est quoi l'avantage et c'est quoi l'inconvénient à entreprendre quand on est étudiant? À la base, je pensais qu'il y avait que des avantages parce que du coup, bah, t'as rien à perdre, hein, t'as pas une famille, t'as pas de femme, t'as pas d'enfants derrière toi qui attendent que tu ramènes de l'argent chez toi, tu vois. Tu t'habites encore chez tes parents. Enfin, moi, j'habitais à Nancy, mais ensuite, je suis revenu chez mes parents. Mais je me vois pas, par exemple, faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, En tout cas, que les chiffres que ça me génère aujourd'hui, avoir une famille derrière moi. Du coup, pour moi, c'est ce qui est le plus important quand t'es étudiant, c'est que, bah, en fait, t'as rien à perdre, tout simplement. Et aussi parce que tu es en contact aussi avec des gens qui en savent beaucoup plus que toi. Ça peut être tes profs, ça peut être aussi des collègues de ta classe qui ont déjà lancé leur projet. Quand tu es en alternance, d'autant plus quand tu es dans une start-up, là, tu peux demander des astuces, des conseils sur n'importe quel sujet, on va te répondre. Donc, quand tu es étudiant, tout le monde est là pour toi et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à lancer un truc, ça peut être n'importe quoi, hein, pendant ses études. Mais ce que je dis beaucoup en ce moment, c'est que il y a beaucoup d'amis à moi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils n'ont pas forcément de gros objectifs. Parce que quand tu es dans un quartier, par exemple, tu vois des gens réussir, mais c'est des footballeurs, des rappeurs, ça peut être des gens qui ont lancé leur snack, leur grec, ça peut être des gens qui montent des boîtes de voitures de location, tu vois. Du coup, il n'y a pas vraiment ils n'ont pas vraiment d'objectifs, d'autres objectifs à part cela, tu vois. Du coup, ce que je leur dis, c'est que non, vous êtes capable de faire beaucoup plus que ça, vous avez le temps, vous pouvez viser beaucoup plus haut, même si c'est déjà très bien, tu vois, mais vous pouvez viser beaucoup plus haut. Du coup, c'est ce que je leur dis, et profitez-en, vous avez 20 piges, ne vous contenez pas seulement à ouvrir un snack quand vous aurez 30 ans, quoi. Ouais. Oh, ouais, en vrai, 100% d'accord avec ça. Mais tu vois, pour rebondir là-dessus, je pense qu'en vrai, c'est une putain de source d'inspiration et de motivation aussi, ce genre de business que tout le monde lance dans les quartiers. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, en fait, j'ai grandi avec un coiffeur, ça s'appelle Wari, chez Wari à La Rochelle, d'ailleurs. Si jamais vous passez à La Rochelle et que vous l'indégradez, n'hésitez pas. Pareil, ça devait être un mec de chez WAM, ça. Peut-être, en vrai, je sais même pas, tu vois. Et du coup, ce mec-là, genre, je le vois, il avait un petit salon, genre vraiment tout petit. Et tu sais, il y avait que lui qui coiffait au début. Et tu le vois progresser petit à petit, tu vois. À un moment, il y a un deuxième coiffeur. Tu te dis, ah oui, je sais qui lui. Et tu vois, ça coiffe, ça coiffe, ça Ouais. coiffe. Tu vas chez lui, c'est sans rendez-vous. Tu vas sans rendez-vous, tu fais 1 heure de queue. Tu te dis, wesh, c'est pas normal, tu vois. Mais tu restes, t'attends ton dégradé, tu finis, tu finis. Tu continues. Moi, je pars de La Rochelle, je reviens. Wari, il a ouvert un deuxième salon, un troisième, un quatrième. Et Wari, maintenant, il a doublé ses prix. Et tu te dis, mais wesh, qu'est-ce qui est, tu vois? Et en fait, moi, quand je vois ça, je me dis, mais putain, en fait, ça part du coiffeur qui fait des dégradés à 10 euros à aujourd'hui, il y a qui coiffe Ouais. les joueurs du top 14, pas du top 14, du Stade Rochelet. Il coiffe les rugbyman du Stade Rochelet maintenant, tu vois. Je les vois, une fois j'étais chez lui et je vois un rugbyman qui arrive, je fais ah ouais, putain. Et en fait, il y a une progression de ouf, tu vois. Et je me dis ah ouais, franchement, c'est fort et putain, c'est inspirant, tu vois. Ça, c'est cool. Il faut pas sous-estimer les petits commerces issus de quartier, tu vois, comme les coiffeurs. Les coiffeurs, ils font plus de chiffres, enfin, ils font plus de marge, en tout cas, dans leur poche, que les startups qui lèvent des millions d'euros, tu vois. Et ils ont beaucoup moins la charge mentale. Et c'est ça qu'il faut dire aussi. Il faut pas voir des gens qui ont levé des 10 millions en levée de fonds, je sais pas quoi, alors que dans leur vie, ils sont pas bien et qu'ils font pas de marge. Alors que le coiffeur, sur une coupe à 15 balles, ben, à 10 euros pour lui, voire plus, hein. Mmh. Ouais, après, c'est des business models différents, c'est des modèles économiques différents, mais je vois ce que tu voulais dire, Asdine, tout à l'heure. En fait, c'est un problème. En fait, Ouais. enfin, moi, je viens de banlieue, je le vois un peu, tu vois. C'est un problème de représentativité, en fait. C'est-à-dire que t'as l'impression que euh, il y a que ça en fait qui existe, que quand t'es une meuf tu peux que Ouais. faire des tiramisu et des cupcakes que tu vends sur Instagram, tu vois, en mode, ou des bougies et du henné, tu vois, enfin littéralement. En fait il y a pas assez de modèles, et même parfois quand je vois certains business, tu vois, je me promène sur des pages Insta, etc., je me dis mais punaise, pourquoi elle a pas un site, et pourquoi son site il est pas comme ça, et ça, pourquoi il y a pas marqué les horaires. Et en fait c'est tellement plus, en fait on peut tellement plus optimiser les choses, mais on a tellement pas de repères, et parfois il y a tellement pas d'ambition aussi qu'on se dit qu'en fait c'est relou, parce que tu te dis mais il pourrait faire mieux, tu vois. Et c'est le problème en fait de représentativité et de manque de diversité dans certains milieux qu'on a. Et d'ailleurs c'est pour ça que bah aussi que personnellement j'étais motivée à lancer le podcast, tu vois. C'est que je me dis il y a tellement de personnes différentes comme toi, comme nous, etc. Et je me dis mais en fait toutes ces personnes-là, faut leur donner la parole pour
montrer à tout le monde, tu vois, tous les jeunes Français que en fait, tu peux venir d'endroits super différents. Et jusque-là, on a eu des personnes qui venaient de France et de Navarre, dans de toute la France, et tu peux faire de très belles choses, en fait. Ouais, je suis d'accord. Puis surtout qu'il n'y a pas d'âge aussi pour entreprendre. C'est pas si t'as 25 ans passés que tu es en retard, tu vois. Ouais. Moi, j'ai mon frère, il a 35, 36 ans, et je suis hyper fier de lui parce qu'il a réussi à entreprendre à son âge, à côté de son travail. Du coup, il a une boîte dans le multimédia et franchement, qui marche pas mal. Mais je me dis il pourrait faire mais 15 000 fois plus. Tu vois, il a faim, il a envie. C'est juste qu'il a pas forcément les compétences nécessaires en marketing, en communication, mais il se débrouille pas mal. Et franchement, je suis hyper fier de lui parce qu'il fait quand même pas mal de chiffres pour ce qu'il fait. Mais moi, j'ai juste envie de lui dire, prends des formations, va voir ça, ça, ça. Et franchement, il a faim. Donc, c'est pas que tu as 25 piges passées que tu dois arrêter à tes projets d'entrepreneuriat, Mmh. quoi. Non, mais c'est ça, c'est la mentalité en fait. Une fois que t'as faim et que t'as la mentalité, c'est parti, hein. Ouais. Et Ouais. pour enchaîner, Azine, moi je voulais savoir, c'est quoi pour toi, enfin je voulais savoir, on veut savoir, c'est quoi pour toi un étudiant entrepreneur, c'est quoi ta définition de ce terme-là? Un étudiant entrepreneur, pour moi, enfin, c'est pas pour mon cas, c'est quelqu'un aussi qui prend conscience que, bah, en fait, grâce ou à cause de ses études, bah, ou les stages qu'il fait, que le système habituel ne lui convient pas forcément, tu vois. Moi, j'ai voulu entreprendre pas forcément à cause de mes études, mais à cause d'un stage qui m'a pas forcément plu. Du coup, être une entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir d'autres choses que les choses qu'on lui a dit de faire depuis qu'il est tout petit, tout simplement. Très clair, et je suis d'accord avec cette définition. En fait, j'ai l'impression, les petits, je suis d'accord avec la définition de tout le monde. Bah, c'est pas grave, allons-y. Après, on fera une compile de toutes les définitions et on la mettra dans le Larousse. Carrément, let's go, carrément. Et niveau conseil, si tu devais donner un conseil à un étudiant qui nous écoute là, et il se dit ouais, je sais pas trop, en fait depuis tout à l'heure on en parle, tu vois, on donne voilà les conseils, mais si t'en avais un seul à donner, tu dirais quoi? Euh, Là, je pense que je dirais qu'il y a mon autre frère une fois, parce que j'ai deux frères du coup, mon autre frère il m'a dit une phrase qui reste dans ma tête, puis c'est ma citation préférée, c'est done is better than perfect. Alors, en français, fait est mieux que parfait. Parce que, comme je vous ai dit, moi, quand j'ai voulu lancer ma marque, j'ai attendu 1 an avant de la lancer officiellement. Parce que je me prenais la tête sur des questions de légitimité, sur des questions de branding. Je voulais le logo le plus beau de l'histoire. Je voulais le Instagram le plus beau. Du coup, je réfléchissais pendant des mois à quoi va ressembler mon feed pour qu'au final il soit éclaté. Le logo, pareil, il n'était pas fou pour moi. Le design, pareil. Mon frère, un jour, il m'a dit hey, arrête de réfléchir. Il m'a envoyé cette phrase, il m'a dit fait est mieux que parfait. Là, je me suis dit ah oui, il a raison. Et le lendemain, j'ai créé un compte Instagram. Et le lendemain, j'ai aussi regardé des tutos pour créer un site internet. Et là, j'ai enlevé toutes les barrières qu'il y avait devant moi et j'ai foncé, tout simplement. Donc là, je dirais aux gens foncez et franchement, ne prenez pas la tête sur des choses qui vont pas forcément vous apporter beaucoup de valeur. Juste essayez, testez, confrontez votre produit au marché. Si ça marche, bah continue. Si ça marche pas, change. Mais réfléchis pas trop. Par exemple, en ce moment, je suis en contact avec pas mal de gens qui veulent lancer leur marque de vêtements parce que je me dirige aussi sur ça, sur des programmes pour lancer, enfin pour aider les gens, les créateurs à lancer leur marque. Et du coup, qui me posent des questions, mais franchement, ils réfléchissent pendant des mois à quel statut juridique ils doivent adopter. Mais franchement, ça, mais n'en fais même pas au début. Enfin, c'est pas bien, mais n'en fais même pas au début parce que ça se trouve, ton projet va durer 2 semaines et tu vas arrêter. Donc ouais, je leur dis juste foncez, faites ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, vous allez ajuster, vous allez vous perfectionner, vous allez apprendre avec justement les erreurs. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs et du coup, ça m'a servi aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'en suis là aujourd'hui. Trop bien, trop bien. Et mais en vrai, parlons de marque de vêtements. Moi, je suis très chaud, on échange plus tard sur ça, sur comment on lance une marque de vêtements, parce que j'ai des idées en tête et tout, et vas-y, chaud d'en parler après. Mais On est chaud. pour pas trop rallonger non plus cet épisode, je pense qu'on finit sur de très bons termes. Je pense que Ypti, t'es d'accord avec moi? J'allais dire, finissons sur ça. Voilà, parfait. Mais juste avant qu'on se quitte, Azine, où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce qu'il y a un site, un Insta, un TikTok, il y a tout? Dis-nous tout. Ouais, il y a un TikTok el.asdin où là je donne des tips pour entreprendre. Il y a un Instagram pareil, asdin elh. Pareil, je reposte un peu mon contenu sur TikTok et je fais pas mal de stories aussi où je montre un peu mon quotidien et je taille un petit peu les petits en story. Et sinon, à part ça, j'ai aussi une newsletter où je lance enfin newsletter que vous pouvez vous inscrire directement sur le lien qui est en bio sur Insta ou sur
sur TikTok où je donne des tips pour entreprendre. Par exemple, j'ai une newsletter que j'ai envoyée ce matin qui était comment atteindre 10 000 abonnés sur Et TikTok. tu l'as écrite à quelle heure, la newsletter? Et je l'ai envoyée ce matin à midi. Mais j'ai pas encore le compte Mailchimp Pro, du coup, je peux pas encore envoyer des mails automatiquement. Et vu que j'ai beaucoup de tasks, voilà. Enfin voilà, du coup, LinkedIn aussi, Azin Aliani, et voilà, dans mes DM, quoi. Ouais, faut pas hésiter à aller te suivre sur Instagram notamment. On fait des concours de procrastination avec Azin. Moi je vais carrément te follow, faut que j'aille voir ça. Mais trop bien. Vas-y, viens. Trop bien en vrai trop stylé. Et bah je pense qu'on mettra, enfin c'est pas je pense en fait, je suis sûr qu'on mettra tous les En liens barre d'infos. en barre d'infos. Comme ça, toi qui nous écoutes, tu pourras retrouver tout ça plus facilement directement sous l'épisode. Et sur ces derniers mots, je pense qu'on peut se laisser ici. On l'a tout dit. Ouais, carrément. Merci Azin. Merci Asdine, c'était trop cool. Merci à vous pour l'invitation, c'était trop bien. Ciao. Ciao. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi et à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute. On adore échanger avec nos auditeurs, donc si t'en as envie, t'as nos réseaux sociaux en description. Et on te dit à très vite pour un prochain épisode.